besoin de couper des légumes ou de machiner ou de... Comme t'es un homme très pressé. Est-ce que t'es un homme pressé, Jérôme Tanon? C'est le retour à la vie plus en mer. C'est la merde. La société, la ville, tout ça. Fais-moi rêver. Par contre, on va commencer... Attends, j'ai toute une liste de... Tu vois, non mais j'ai fait mon boulot. Pour ce 11e épisode des Snowsurf Podcast, je retrouve Jérôme Tanon, photographe de snowboard et réalisateur, chez lui à Annecy. Il est un peu tard pour le petit-déj et Jérôme est un peu speed pour préparer le repas du midi, pour lequel il attend des invités. Mais au final, on a parlé près d'une heure et c'était clairement pas assez. Alors si vous avez aimé son film The Eternal Beauty of Snowboarding, ou simplement si vous appréciez la photo de snowboard, l'argentique, le bateau ou les individus loufoques, cet épisode devrait vous plaire. Partons ensemble à la rencontre du phénomène Jérôme Tanon dans sa tanière. Alors ça s'appelle les Snowsurf Podcast. Trop bien. Et on commence toujours pareil. Mon invité, c'est toi, me décrit l'endroit dans lequel on se trouve. Alors moi, l'invité, on se trouve dans mon appartement à Annecy, rue Carnot. Et tout autour se trouve un bordel assez rangé. Il y a des photos au mur, un grand canapé. Il y a la caméra vidéo que j'ai utilisée pour Eternal Beauty qui est pendue au mur. J'ai 2-3 souvenirs de voyage, du Kazakhstan, du Pakistan. Et voilà, c'est mon petit chez moi. Trop content, ça fait longtemps que je n'étais pas rentré chez moi. Et là, ça fait plaisir. Il y a une gravure aussi au mur de Victor Davier. Voilà, bienvenue chez moi. Merci. Et ouais, on est dans ta cuisine en fait, cuisine-salon. Ouais, c'est une seule pièce, voilà. Dans un endroit assez chouki d'Annecy, hein, je connaissais pas, mais c'est mignon. Hein. Ouais, bien sûr, t'es intéressé par l'immobilier ici, mais ouais, c'est super cher ici, c'est relou, mais... Non, ouais, je suis placé plein centre-ville parce que disons que quand je suis pas en voyage, j'ai envie de rentrer et d'avoir une vie sociale intense. Et si t'es pas en centre-ville, tu vois plus personne, et voilà quoi. Donc j'ai tous mes potes qui sont autour d'ici. Et j'aime bien être au cœur de la ville. Je me sers pas de ma voiture, je me balade en skate autour de chez moi, c'est parfait quoi. Ah, j'ai vu qu'il y avait un skate devant ta porte, mais t'es propriétaire là ou t'es locataire? Ouais, c'est chez moi, enfin un peu à la banque, mais un peu chez moi aussi. Ah ouais, sympa, hein. Bien placé. Ouais. Ça tombe un peu en ruine, hein. C'est des vieilles maisons d'Annecy comme... Non, ouais, c'est des immeubles ancestraux, je pense, et qui ont été bricolés dans tous les sens, donc il y a tout il y a rien, il y a pas un angle droit. Mais ça a du charme et surtout ça se loue super bien sur Airbnb. Et comme je suis rarement à la maison, en fait l'investissement fait qu'avec Airbnb ça marche bien quoi. Cool. Quand je t'ai demandé si on se voyait ce matin, tu m'as dit ouais je dors pas de toute façon le matin quand j'ai trop bu. Ça veut dire que tu bois beaucoup. C'est quoi ton hygiène de vie, Jérôme Tanon? Non, je bois pas du tout. Je bois rarement, mais ouais quand je sors, je bois des coups avec les potes. Et hier soir c'était une des occasions avec l'ouverture du High Five. Et j'ai bu mais pas trop, comme je t'ai dit. Et ça n'empêche pas que je me suis réveillé à 6h du mat. Et en fait, je me lève quasiment tous les jours à 6h du mat, alors qu'avant, dans ma vie, c'était pas du tout le cas. Et je pense que c'est depuis l'été dernier, quand j'ai fait le montage de Zabardast, où je me suis levé effectivement à 6h du mat et commencé à bosser à 6h du mat tous les jours quasiment. Ça m'a mis à un rythme et que j'arrive pas à perdre, quoi. Et bah, c'est pour le mieux, mais quand t'arrives pas à te rendormir, et surtout quand je bois, j'arrive pas à dormir, donc voilà. On s'assied ou on reste debout? Vas-y, c'est comme tu veux. Il faut que je sois pas loin de toi pour que tu tentes le micro, voilà, mais... Voilà, on se met comme ça, mais je vais éteindre ça, ça fait un bip. Ouais. C'est ton... Qui va te souder. Alors ça c'est le... Ah, c'est un lave-vaisselle de marque Aya. Assez petit, Bon, mais qui va bien avec la cuisine. Serre-moi tes questions scandaleuses là. Non, j'ai rien de scandaleux, c'est toi qui vas faire les réponses qui vont avec après, hein, mais moi je t'ai connu, je pense que la première fois que je t'ai connu ça devait être par le web il y a une quinzaine d'années, à peu près, hein, c'est ça? 15 ans, ça fait longtemps alors. Les forums Snowshoot, skipass.com. Ah, Snowshoot, ok, là tu me parles de il y a 15 ans exact, ouais, Snowshoot, très bien. Et donc bah, j'ai envie de te renvoyer un peu à cette époque-là, ou peut-être même avant. Comment ça a commencé pour toi le snowboard? Comment t'as découvert le snowboard? Ben, typiquement à cette époque, j'étais un Parisien fan de snowboard, mais qui en faisait pas souvent, donc qui était nul, mais qui adorait ça. Et quand j'avais l'occasion d'aller au ski en famille pendant les vacances, et j'en faisais à fond. Mais le reste du temps, j'étais sur des forums de snowboarders et de snowboarders en manque de snowboard, surtout un tout petit forum qui s'appelait Snowshoot. Et c'est un peu avec ça que je me suis fait mes premiers potes de snowboard. Parce que c'est vrai que dans la station où je ridais à Sercheux,
à Monétier-les-Bains, il n'y avait pas beaucoup de snowboarders. J'avais un pote dans mon village, quoi. Et, donc là, d'avoir ces forums de Parigot et Grenoblois, c'était un peu les ancêtres de tous les forums qu'on a maintenant aujourd'hui, des réseaux sociaux. Et donc c'est ça que je me suis fait mes premiers potes. Et après, on a fait des sessions ensemble au col du Lotaret. Voilà, on a commencé à faire Et ensuite, dès que j'ai pu, quand j'ai eu 18 ans, je me suis barré de Paris pour faire du snowboard tout le temps, quoi, maximum. Je voulais plus rester à Paname du tout. Je me voyais pas faire ma vie en faisant des études là-bas ou ailleurs. Et ensuite, c'est là que j'ai fait vachement plus d'events, les Taravana freestyle, les mondiales du snow, les machins. J'ai fait tous les events parce que j'étais motivé comme un ouf, donc j'allais à tous les trucs. Et je commençais à faire des photos en même temps que je ridais. Et c'est là que je me suis fait des potes dans le milieu professionnel, on va dire, du snowboard, si on peut appeler ça comme ça. Alors attends, tu vas presque un tout petit peu trop vite. T'es né où et t'as grandi où? Je suis né à Paname, pas à Paris, je suis né à Lyon, mais j'ai grandi à Paris. Et voilà, les 17 premières années de ma vie, j'étais collé à Paname, quoi. Dans quel coin? J'étais dans la banlieue de Meudon. Ouais, c'est sexy, quoi. Et comment ça se fait que de Meudon, c'était quoi ton premier jour sur un snowboard? Enfin, ta découverte du snowboard, ça s'est passé comment? C'est très simple, j'ai un souvenir assez limpide. Je sais pas si je me le suis inventé à moi-même et que ça m'a forgé un souvenir ou pas, mais selon moi, je faisais du ski donc à Monétier-les-Bains. Il y avait que des skieurs et j'avais même pas entendu parler de snowboard trop. Et je devais avoir 10 ans et j'ai vu un mec en snowboard descendre la piste rouge sous le télésiège. Et donc le mec était en snowboard, c'était complètement fou. Et je l'ai vu faire un 3-6 back dans mon esprit, hein. Peut-être que j'ai romancé, mais je l'ai vu faire un 3-6 back sur un bord de piste. Et je me suis dit, mais mec, pourquoi je fais pas ça? Qu'est-ce que je fais sur mes skis? Alors qu'à l'époque, c'est pas que je faisais des compètes du tout, hein. J'étais nul en ski, mais je passais genre mon chamois ou des trucs comme ça, quoi. Et donc là, direct, j'ai dit à mes parents, faut que je fasse du snowboard. Je kiffais déjà le snowboard, le skate, mais de loin. Je sais même pas si j'avais déjà commencé à faire du skate à cet âge-là. Mais un peu en même temps, voilà, j'ai commencé à faire du snow comme ça. J'ai trouvé un snow d'occasion à 50 balles, tout pourri, vert fluo, que j'ai gardé pendant 3 ans. Ensuite, j'ai acheté une vieille Burton. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du snow. Et pourquoi c'était Monétier? Tes parents étaient fans de Sercheux ou... Ouais, mes parents avaient acheté un petit chalet au Guibert, à côté de Monétier-les-Bains. Et donc, on allait souvent l'été et l'hiver passer du temps là-bas à la montagne. Ils kiffent la montagne. Mes parents sont du milieu aussi de l'alpinisme. Et donc, voilà, ils adorent grimper, le ski, la rando et tout ça. Ouais, donc les écrins, c'est plutôt un bon spot. Ouais, les écrins, c'est magnifique. C'est tranquille, il n'y a personne. Serge Chevalier, il y a 15 ans, t'imagines qu'il n'y a eu personne. Les hors-pistes, c'était la gavade de ouf. C'est un domaine incroyable. Et en escalade, en alpinisme, en tout, il y a tout ce que tu veux là-bas. Ouais. Donc tu te mets au snow, tu te retrouves sur les forums snowshoot, tu deviens un peu ma bête noire, hein, parce que vous veniez foutre le bordel sur skipass.com. À l'époque, il y avait des forums de snow et moi j'étais modérateur. Je vous ai un peu tous rencontrés par la suite, parce qu'il y a eu PJ qui est devenu le boss de Fluo Fun, il y a toi qui est devenu quand même un peu une star de la photo de snowboard. Enfin, vous avez tous un peu fait votre chemin. Mais comment ça s'est passé, toi, entre ce moment de ouais, je kiffe le snowboard et tout, je suis à fond, j'ai 18 ans, je me barre de Paris, et le moment où tu deviens vraiment photographe, en fait? C'était ça, ou alors j'étais j'étais destiné à faire ingénieur. Et ils ont tous fait des bonnes études dans ma famille, et donc moi j'étais destiné à faire ingénieur. Et je voyais pas du tout. Plus ça allait, j'ai fait 1 an la première année de prépa. Plus ça allait, plus je me disais, mais non, mais je me vois pas du tout. Je me faisais aucun pote. Les gars avec qui j'étais en classe, c'était des bolos. Je m'entendais pas du tout avec. Et vraiment, j'avais pas du tout la vibe que j'avais quand j'allais rider avec mes potes au snowboard. Donc je voulais absolument rentrer dans cette culture, rester avec ces potes-là que je commençais à me faire. Et il fallait que je trouve un moyen. J'aimais bien faire de la photo, mais j'avais aucune formation. J'étais pas doué spécialement en photo, vraiment. Je faisais des photos de la montagne et des trucs, mais vraiment comme tout le monde. Et je me suis dit, c'est grâce au magazine de snow, je pense, entre autres, en voyant à l'époque, il y avait vraiment une belle communauté de magazines de snow. Et il y avait les portfolios qui étaient trop beaux, il y avait des belles covers, il y avait des posters que tu pouvais déplier dans les magazines. Et je voyais toutes ces photos créatives, professionnelles, avec des flashs de nuit, en noir et blanc, des machins. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et je me suis dit, mais je suis pas plus con qu'un autre. Si je suis vraiment motivé, je devrais pouvoir y arriver. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah vas-y, tu vas faire photographe de snow. Ah, c'est une décision que tu as prise, ouais, tu l'as formulée, quoi. C'est une décision, ouais, tu t'es dit, je vais être photographe de snow. Ouais, c'est ça, parce que comme tu dis, à un moment, il y a un cap à passer. Tu peux faire des photos avec tes potes en rigolant, mais il y a un moment où soit tu vas à l'école, soit tu gagnes ta croûte d'une autre manière. Donc j'allais pas indéfiniment faire ça en être étudiant, même si ça a marché 1 an ou 2 pour me lancer.
il fallait que je commence à gagner ma croûte. Donc voilà, faire des photos, les envoyer au magazine. Mes premières photos, je crois que je me souviens de la première photo publiée, ça devait être dans Snow Surf. C'était Alexandra Barrère sur le rail de la Sierra au Setlo. Oh putain, je vais le retrouver, j'ai la collection des Snow Surf au bureau. Donc regarde si tu le trouves, et sinon ça devait être la photo d'un rock sur un rocher le soir avec un flash à côté d'une dameuse. C'était un des dameurs des Setlo qui était rider aussi, je me souviens plus son nom. C'était l'époque du Croix HO5 et de la maison HO5 au Setlo. J'avais tout le temps squatté avec Valérian Ducourtil, le coin, Xavier Marco. Donc ouais, c'était cette époque-là, mes premières photos publiées. Et ensuite ça allait super vite parce que j'étais méga motivé. Comme tu te souviens, j'allais à tous les events, je faisais des millions de photos, je ridais en même temps. Des fois je ridais, je faisais les photos en même temps, je sautais avec mon appareil photo dans les mains, je mettais l'appareil sur un trépied pour rider et faire les photos. Enfin, je me débrouillais pour faire un max. Et donc quand t'es motivé comme ça, forcément ça marche, hein. Je veux dire, c'est pas possible que ça marche pas. Même si t'as aucun talent, ça va quand même marcher un minimum, tu vois. Et donc moi j'avais pas un talent spécifique en photographie, et ça a quand même marché parce que je suis pas plus idiot qu'un autre et que j'ai appris à me servir des flashs, des trucs. J'ai tout appris en faisant. Et j'ai eu les conseils des autres photographes de mon époque. Il y avait Matt George, il y avait Vanessa Sandrieux, il y avait Scalp, il y avait Fred Egli, tous ces gars-là, voilà, qui m'ont aussi donné des conseils, mais qui me regardaient d'un œil un peu genre, c'est qui ce petit con, il vient nous faire chier, il va nous foutre dehors, machin. Et moi, en voyant ça, je me suis dit, l'année prochaine, il y a un autre petit con plus jeune que moi qui va venir me foutre dehors. Et en fait, c'est jamais arrivé, dans le sens où j'ai pas ressenti cette pression. Peut-être que je suis dans les dernières générations des jeunes photographes passionnés. Tous les gars après moi, ils étaient vachement plus passionnés de vidéo, ils sont vachement plus devenus caméramans, filmeurs, et les riders ont commencé à faire des édits de vidéo entre eux. C'était vachement plus prenant et médiatique que faire des photos. Donc au final, il n'y a pas un jeune qui est venu me foutre dehors. C'est pour ça que je suis toujours là. Je me souviens, tu dis que tu étais motivé. Moi, je me souviens de toi dormant dans une tente au pied du glacier de Tignes en été pour pouvoir aller rider le glacier. Je sais pas en quelle année c'était, mais ouais, t'étais motivé. Ouais. Ah ouais, je me souviens très bien. Ouais. Non, mais tous les trucs à la con, je les faisais. Hein. Mais ça, c'était pour gratter le forfait. Donc, je dormais juste en bas du glacier. Il y a un endroit avec des rochers où t'es planqué. Ils ne voyaient pas du télécabine. Et donc, je montais à pied le matin. Et comme il n'y avait pas de check au tir-cul du parc de Glacier de Tignes, je passais mon été. J'ai dû faire 2 étés comme ça dans ma tente. Et là, donc, je dormais à 3000. L'après-midi, je redescendais à pied dans le pierrier gigantesque, là, trop relou. Et j'allais skater au parc, au lac. Et après, le soir, je remontais avec ma frontale et tout. Enfin bon, c'était chambé, hein, c'était les plus belles années. Et l'année d'après, je pense que j'étais shaper. Donc comme ça, j'avais un forfait, un logement. Et voilà, j'ai fait aussi après shaper l'été aux Deux Alpes. Mais c'est vrai que j'étais motivé comme plein d'autres, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis ça paraît drôle. Mais à l'époque, c'était pas le seul du tout. Hein. Il y a tout le monde qui dormait dans leur caisse au glacier aux Deux Alpes. Des mecs à l'arrache partout, des mecs de Vars qui dormaient n'importe comment. Enfin, on dormait à 8 dans un appart à la grotte du Yéti qui était prévu pour 3. Et donc, ouais, on était tous dans. Il y avait quand même une euphorie de ouf pour le snowboard et les glaciers. C'était de la balle. Tu disais qu'à une époque tu faisais beaucoup de snow, tu sautais avec ton appareil photo et tout. C'est quoi ton niveau en gros en snow? Comment tu le décrirais et comment il a évolué et comment il est aujourd'hui? Le niveau d'un mec qui est pas spécialement doué mais qui était super motivé mais qui a commencé trop tard. C'est-à-dire j'ai commencé à faire du freestyle que vers 15, 16 ou 17 ans. Et forcément j'allais rider aux Deux Alpes, j'allais sauter le big air des deux. À côté de moi il y avait Arthur Longo qui faisait des switchback 9, switchback 10 et tout, et j'étais là mais non, mais moi j'arrivais pas à faire un switchback 5 sur la table, ça me faisait trop peur. Donc ouais, j'ai un niveau mon niveau a pas énormément évolué depuis, même si le snowboard a vachement évolué. Moi je suis resté quand même un peu collé sur mes tricks, parce que quand tu deviens photographe tu peux pas progresser vraiment, tu refais les tricks que tu sais faire, tu progresses un peu en ride, en board control on va dire, et encore je suis vraiment nul en board control, mais donc voilà, à l'époque je sautais les big air, je pouvais faire des sets de back sur les grosses tables, des trucs comme ça, mais un peu comme tout le monde, mais moins bien que les mecs qui étaient vraiment doués comme Longo, Davier, Delerue et Valérian, mes potes, coin. Et eux, ils m'impressionnaient, ils m'inspiraient aussi, ils me motivaient. Et c'est vrai que j'étais pas que un photographe, c'est-à-dire que l'avantage que j'avais, c'était que je débarquais pas dans un coin en disant ouais salut les gars je suis photographe, je débarquais en disant on va rider ensemble, ou on ridait ensemble, et forcément j'étais pas aussi fort qu'eux, mais c'était quand même agréable d'avoir un photographe qui peut suivre dans toutes les situations. Je pouvais faire des photos en l'air, dans la poudreuse, en les suivant dans la poudre, dans les runs de pas et tout. Donc, et puis on est tous de la même famille, ça permet, même si t'es pas bon rider, ça permet, le fait que tu sois quand même un rider, de connecter vachement plus vite avec les mecs quoi. Et ça m'amène un peu naturellement à Eternal Beauty
Ah putain, j'arrive jamais à me souvenir le nom exact, je confonds avec le film Eternal Beauty of Snowboarding, je confonds toujours avec ce... Ouais, c'est marqué là en plus, avec ta caméra qui était collée sur ton appareil photo pendant 2 ans. C'est un... Hein 4 ans, pendant 4 ans, ouais. 4 ans. C'est un... Comment ça a commencé ce projet-là, et est-ce que c'était pareil, quelque chose que tu avais réfléchi, ou c'est quelque chose qui est venu comme ça? Si tu me laisses finir mon pain au chocolat. Ouais, en finissant ton pain au chocolat, je peux expliquer ce que c'est que ce film. Comme je l'ai vu, je crois que comme beaucoup de snowboarders, je l'ai vu plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois. C'est un film qui est devenu un peu mythique. En fait, t'en parles à tout le monde, mais pour les Français, mais pour tout le monde en fait. Hein. Je pense que tous les gens qui aiment bien le snowboard l'ont vu en fait, et en parlent. Enfin, moi j'en ai parlé avec des Japonais quoi. Ouais, aussi, c'est ouf. Ouais. Il a dépassé largement. Enfin, je sais pas ce que tu voulais faire à la base, mais ça t'a dépassé quoi. Et c'est un film où Jérôme suit les snowboarders pro freestyle dans leurs aventures avec un regard assez drôle, et puis voilà, en montrant vraiment la phase B des trips freestyle. Et je pense que ça date aussi le snowboard, parce que c'est une époque qui est peut-être qui est pas révolue, mais ça marque une période du snowboard aussi, non? Peut-être, je pense que c'était quand même pas il y a si longtemps que ça, Eternal Beauty, même si j'ai commencé à filmer en 2012 il me semble. Et le premier trip où j'ai filmé, c'était avec Johnny Paxson et Guigui Ruff, et j'allais pour shooter avec eux en Arlberg. Et là je me dis, si je dois commencer à shooter, il faut que je le fasse là. J'ai la chance d'avoir Guigui et Johnny Paxson, qui était une rosta américaine à l'époque. Donc c'est là que c'est sur le premier trip que je commençais à filmer, et l'américain qui me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il a halluciné. J'avais ma caméra vidéo braquée sur lui jour et nuit, au bar, au resto, dans la douche quand il allait se doucher. Il était là, mais ce français, c'est qui ce gars? Et donc ouais, moi c'était une décision, alors que pareil, j'avais aucune formation de vidéo, et comme j'étais tout le temps à côté de caméraman, il y avait toujours des caméramans pro à côté de moi, mais il fallait que quelqu'un fasse ce film, et je pensais qu'il y aurait un filmeur ricain qui soit là depuis 10 ans, Jake Price, quelqu'un de ce style qui est vraiment là depuis longtemps dans le business, qui prenne tous ses rushs de conneries, et un filmeur d'absinthe, tu vois, et qui fasse un edit qui montre tout ça. Mais voyant pas le film arriver, je me suis dit merde, faut que je m'y colle, et je m'imaginais déjà les images que j'allais accumuler et les blagues que j'allais faire en voix off, tu vois. Et en fait, au tout départ, je pensais pas faire de voix off, je pensais faire un truc à la striptease. Donc que les images à la suite des autres, où tu comprends en regardant de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais quand j'ai regardé mes rushs et que j'ai commencé à réfléchir un peu long, je me suis dit non, mais tu peux faire un truc vachement plus charmé si tu te sors les doigts du cul, tu fais une voix off, tu montes tout, tu fais une structure, etc. Et donc voilà, mais vraiment je me suis dit, ce truc manque, il faut que quelqu'un le fasse, personne ne le fait, je m'y colle. Et je m'y colle avec mon style personnel, enfin voilà, ma sensibilité comme tout le monde. Et ça aurait été vachement intéressant de voir quelqu'un d'autre faire ce film, le voir avec un autre regard. Mais... Ouais, un regard de ricain, ou un regard de nordique, ou un regard de japonais. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui a joué en ma faveur, c'est que c'était pas un regard de ricain, et que c'est vachement plus international au final, parce que l'Amérique c'est l'Amérique, mais le snowboard vachement vivant, comme tu as dit, au Japon, en Scandinavie, en Allemagne, Autriche, Suisse, et ça m'a donné un avantage. Et le film a quand même eu un succès énorme aux US, alors que c'est un petit français, que machin. Bon, j'ai fait la voix off en anglais, donc ça a sûrement aidé, mais... Et qui sent un peu le fromage quand même, ce film. Enfin, je veux dire, ça pue un peu des pieds, enfin, c'est pas propre, quoi. Non, c'est pas propre du tout. Au contraire, c'est très grunge. Je savais dès le départ que je toucherais pas ni aux images... Enfin, j'ai même pas étalonné les couleurs du truc, j'ai laissé le truc brut de comment ça sortait de la Sony. Je me suis même pas posé la question. C'était vraiment un film dans l'idée un peu punk. Je voulais pas de sponsor, je voulais pas de partenaire avec des magazines, je voulais pas d'exclusivité avec personne, machin. Je voulais faire ce que je voulais, dire ce que je voulais. Et je me souviens que quand j'ai fini le montage, comme il y a quand même quelques trucs un peu controverses, des mecs qui filment des bédos, des mecs qui galochent des meufs, des histoires de cul, enfin il y a des trucs comme ça. J'ai quand même envoyé 2-3 screenshots au rider en question en disant voilà, dans le film à un moment il y a ça, est-ce que c'est bon pour toi? Et tout le monde m'a dit oui, sauf, je me souviens très bien, enfin tout le monde m'a dit oui, et j'étais étonné parce que je me suis dit, quand même c'est engagé, mais ça montre l'attitude punk des snowboarders aussi, de dire bah ouais, on est comme ça, on assume quoi, même si voilà, on va se foutre de ma gueule, et surtout qu'ils avaient peut-être pas idée du succès que le film aurait, et ça peut-être qu'ils s'en doutaient pas, mais... Et je me souviens, c'était juste Victor Delerue qui m'avait dit ouais, ce passage-là, quand même, c'est chaud. Et je me souviens très bien, c'est la phrase où il dit on est en train de manger un sandwich entre 2 essais sur un spot street. Il mange son sandwich et là d'un coup il a une idée. On était à Grenoble, on squattait chez quelqu'un. Et d'un coup il a une idée, il se retourne vers moi, il fait Tanus, on se guince ce soir? Non, il dit on se branle ce soir, un truc comme ça.
Et donc c'était pas, bien sûr, ça voulait pas dire on se branle ensemble. Hein. C'est genre, je sais pas, il s'est dit tiens, ce soir, je me taperais bien une branlette, mais j'en sais rien. Vraiment un truc de mec à la con. Et typiquement un truc que tu devrais pas mettre, mais qui montre. Et bon, on est tous comme lui. C'est pas lui qui est visé. C'est ça que j'ai essayé de lui expliquer en disant c'est pas toi qui est visé. On est tous comme ça et c'est bien de montrer, bah voilà, notre vraie vie, notre vie de con, quoi, de jeune. Et donc voilà, donc il m'a dit ok, donc on l'a laissé. Donc en fait, je me suis juste censuré moi parce que j'avais des images qui étaient quand même un peu trop trash et qui étaient pas drôles en fait. Il y a un moment où tu dépasses le moment où c'est drôle et où c'est pas drôle, mais bon, pour ça faut le réaliser. Et c'est pareil en fait. Les blagues, moi je les faisais tout seul, je faisais le montage du film tout seul dans mon ordi, notamment dans mon petit bateau. Et je rigolais tout seul en me disant les mecs, mes potes vont voir ça avec les blagues et ça va être trop drôle. Mais en fait peut-être ça ferait rire personne. Et le film, je l'ai montré à personne avant qu'il sorte réellement. Et parce que je me suis dit, je veux pas être influencé par d'autres gens. Donc j'avais pas, voilà, je m'étais inspiré d'absolument rien en me disant je fais ma propre choucroute. Et je rigolais tout seul et je rigole toujours. C'est-à-dire quand il y a une projection à l'occasion ou d'un event et qu'on se le remate et que je m'assois devant et je rigole du début à la fin. Genre c'est ridicule. Je suis le premier fan parce que c'est moi qui ai fait les blagues, donc je les trouve super drôles et ça me fait vachement rire. C'est con, hein. Mais donc voilà, c'est extrêmement prétentieux. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas mon film, je le vois vraiment comme notre film, c'est notre communauté, c'est les mecs qui me font marrer, c'est pas moi qui me fais rire moi-même, c'est vraiment les snowboarders qui me font marrer. Et voilà quoi. It is going to be shaky. It is going to be raw. Celui-là, il était pour toi. But it's going to be the truth. And from the truth shall emerge the eternal beauty of snowboarding. Tu pensais qu'un Américain ferait ce film avant toi, qui aurait des rushs et tout? Ça faisait longtemps que tu étais dans le business, que tu suivais les prods et tout quand tu as commencé? Alors, je suivais pas les prods, je matais les films chaque automne, comme tout le monde. Il y avait les avant-premières, il y avait les films forum, les Tibi, les Absinthe, les Robot Food, les machins. Les Robot Food, c'était peut-être avant un peu ma génération, mais en tout cas, bien sûr, on matait les films de snow. Il y en avait 4 ou 5 par an, et donc on les matait tous et on les ponçait. Aujourd'hui, c'est vachement différent. Mais je suivais pas et je connaissais pas très bien les caméramans ricains. Je connaissais bien les caméramans européens, je connaissais bien Vlad d'Absinthe, je connaissais bien les gars des Pirates. Mais non, je connaissais pas bien, mais je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un mec qui fasse quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'était. Ben, je sais pas, faut être sacrément motivé. En fait, je pense pas qu'un caméraman aguerri de 20 ans d'expérience se dise, allez, vas-y, je vais chercher dans mes VHF 50 000 cassettes qu'il a dans son placard. C'est sûrement un mec qui a 30-35 ans, qui est marié, qui a des enfants et qui a pas que ça à foutre. Alors que moi j'étais jeune, je suis toujours, et j'avais pas que ça à foutre, mais j'avais fait de la place dans ma vie pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que j'ai filmé pendant 4 ans et ensuite j'ai fait le montage pendant presque 1 an, par-ci par-là, quoi, au maximum. Et donc là on a niqué les ricains pour ça, c'est sûr. Avec combien d'heures de rush? Vas-y, les chiffres un peu impressionnants. Ouais, si tu veux regarder les rushs, il faut 10 jours et 10 nuits. Voilà. Donc je l'ai fait une seule fois, et je savais que j'aurais jamais le temps de les regarder 2 fois. Et donc j'ai labellisé en changeant le nom des fichiers. Je sais pas comment on fait normalement. Normalement, tu as un logiciel de montage où tu mets des keywords et tout. Moi, pas du tout. J'ai pris les noms des fichiers .vcf là, et j'ai changé en mettant des tirets entre chaque mot, et j'ai mis Victor, Davier, conversation, machin, truc. J'écrivais les mots dont il parlait dans les conversations, j'écrivais tout, j'avais une liste de, je sais pas, 100 mots-clés que j'avais écrit sur un fichier de texte. Et si je faisais une faute d'orthographe dans le mot-clé, je savais que jamais je retrouverais le rush. Mais jamais. Donc il y a des rushs, c'est certain que j'ai jamais retrouvé, qui auraient fité parfaitement à tel ou tel moment, mais que j'ai jamais retrouvé parce que voilà, c'était trouvé comme une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est comme ça que j'ai procédé. Et ensuite, j'ai écrit la voix off en texte, super vite, quand je suis arrivé au moment où il fallait le faire. Parce que j'avais déjà tout dans la tête, en fait. J'avais déjà réfléchi pendant plusieurs années à qu'est-ce qui était vraiment important, qu'est-ce que je voulais dire. Et je savais que je voulais l'orienter comme une disserte de philo, c'est-à-dire souvenir du bac un peu, introduction, thèse, antithèse, synthèse. Et donc j'ai écrit mon truc comme à disserte du bac. Et ensuite, j'ai enregistré la voix off. La voix off, je l'ai enregistrée en une prise, sans m'arrêter. J'ai juste repris ma voix quand j'ai bégayé,
mais je l'ai fait en une prise sans arrêter. Je savais que je voulais pas y me passer des heures. Je savais ce que je voulais dire. Je savais que de toute façon, elle serait jamais bien la voix off, qu'elle serait pourrie. Le son était dégueulasse. Moi, je suis pas acteur voix. J'étais peut-être trop loin du micro, trop près. Le son est pourri. Mais ça n'avait aucune importance vraiment. Ce qui est important, c'est que le truc soit brut, donc que tu t'y prennes pas à 100 fois, que tu essaies pas de faire un truc lisse avec un truc dégueulasse. Donc de toute façon, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et aussi, peut-être j'étais assez confiant, je connaissais tellement le film par cœur, ma voix off par cœur, que c'est sorti d'un coup comme ça, quoi. First, let me introduce myself. My name is Jerome, I am French, and I have been a snowboard photographer for the past 10 years. Toi, ton kiff dans la photo, c'est l'analogique. Pourquoi t'habites au-dessus d'un magasin où c'est marqué photo numérique là c'est quoi ce travers? Ben, ça a commencé à l'époque où j'avais appris à tout faire en numérique. C'est très prétentieux encore de dire ça, mais dans notre photographie de snowboard, on a une certaine technique. Il y a les flashs, il y a les poses lentes, il y a bien sûr une infinité de styles que tu peux avoir en numérique, mais je reproduisais les photos des autres photographes que j'admirais. Et j'arrivais à faire les mêmes photos qu'il y avait dans les doubles pages de Snowsurf et d'Onboard et dans les galeries, dans les magazines ricains et tout. J'arrivais à reproduire à peu près les mêmes photos et je me disais ok, c'est cool, mais ça sert à rien. Genre si tu fais le même truc que les autres, c'est autant tu peux faire autre chose, quoi. Donc j'ai en même temps, voilà, je me suis replongé dans l'argentique un peu par hasard et parce que je voulais essayer. Je savais que je voulais de toute façon essayer l'argentique. Je sais que Matt George m'avait filé une péloche à une époque en me disant prends cette péloche, je sais pas quoi. Matt George, lui, savait déjà, mais lui, il a une formation en plus. Il a vachement plus de background que moi. Il vient plus du skate, de la photo et tout. Moi, je viens de nulle part. Donc, j'ai commencé à faire de l'argentique pour essayer. J'ai acheté un Lubitel 2. Il me semble que mon premier trip en snowboard, j'ai fait avec les pirates à Folge Fauna avec un Lubitel 2. Quelle année, tu dirais? Ça doit être 2008-2009. Et donc c'est un appareil moyen format où tu fais qu'une photo comme ça. Après, tu dois dans le dos tourner la pellicule pour l'avancer avec les numéros. Donc voilà, tu fais une photo toutes les 10 secondes et t'en fais 12 à la fois. Mais j'ai tellement kiffé et les photos étaient tellement bien, à ma grande surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et surtout, elles ressemblaient pas du tout aux autres photos des photographes. C'était ce qui me plaisait le plus à la base quand j'ai commencé à faire de l'argentique, parce que la tendance était totalement inverse. Même les photographes qui avaient commencé en argentique étaient super bons en argentique. Ils étaient tous passés au numérique et à fond dedans, et moi aussi. Et donc voilà, le fait que ce soit différent des autres, c'est ce qui m'a le plus plu. Et ensuite, j'ai poussé le concept. Et quand je me passionne pour un truc, j'aime bien tout explorer. J'ai eu des passions insolites pour plusieurs thèmes chelous dans ma vie. Et ça en faisait partie. Et je voulais tout savoir. Je lisais tous les bouquins. J'ai testé toutes les péloches avec tel révélateur. Je testais les trucs dans ma salle de bain. J'appelais des mecs des laborantins photo. J'ai envoyé des emails à des gars. Il n'y a que 3 mecs en France qui connaissent cette technique et qui l'utilisent encore. Je voulais savoir quel produit chimique ils mettaient, dans quelle concentration. Parce que voilà, je voulais tout tester, tout savoir. Et j'ai trouvé une telle gamme d'effets, de styles graphiques, que c'est comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore. Mais vraiment, en argentique, faire des millions de trucs. Alors qu'en numérique, tu as toujours le même fichier de base. On a tous la même photo en numérique. On a tous la même DNG, on a tous le même appareil photo. On avait les mêmes objectifs, les mêmes appareils photo, donc on avait la même photo au départ. Alors qu'en argentique, tu peux être tellement plus personnel. Et donc c'est ça qui m'a plu et j'ai poussé ça et je suis jamais revenu en arrière. Le numérique, je trouvais fade en fait et chiant comparé à l'argentique. Même si c'est 10 fois plus pratique et que ça coûte moins cher, l'argentique c'était vachement plus kiffant et je me suis spécialisé dedans. Ensuite j'ai appris à faire du laboratoire, faire des tirages, faire plein de techniques et j'en fais toujours aujourd'hui et j'adore. Et aujourd'hui, tes photos, même tes photos entre guillemets commerciales, je sais pas de quoi tu vis exactement, comment se partagent tes revenus, mais tu fais tout en argentique ou t'as quand même un numérique et tu bosses avec? Alors, j'essaie de tout faire en argentique, c'est-à-dire que quand une marque vient me voir en me disant voilà, on va faire un shooting, on va faire tel trip, machin, je dis ok les gars, par contre je vous préviens, je shoot en argentique, donc déjà il va falloir attendre plusieurs semaines après le trip pour avoir les photos. Et les photos qui seront en noir et blanc, vous pourrez pas les avoir en couleur, et ainsi de suite. Et il y a très peu de marques que ça branchait. Bon, après, je suis très mauvais à démarcher les marques, mais une des marques qui m'a le premier soutenu dans cette démarche, c'est Rip Curl. Et j'ai shooté les trips en Alaska, que en argentique, avec le team de Rip Curl de l'époque, et c'était fou. Et ils m'ont vachement aidé à gagner ma vie en même temps que faire ce que je voulais, quoi. Et de temps en temps, quand il y a des shootings, quand on doit shooter des trucs pour des catalogues ou des machins comme ça, là parfois je ressors mon vieux numérique que j'ai pas changé depuis 2008, je pense, un Nikon D300 tout pourri. Faut pas que les marques écoutent parce qu'ils vont me dire non mais là t'abuses franchement. Et là je fais les photos que j'ai pas envie de faire en temps normal. Les photos que je ferais pas en temps normal pour le plaisir, voilà, si je peux les faire en numérique et les envoyer, voilà, je m'en fous en fait.
Donc aujourd'hui, typiquement cet hiver, j'ai shooté avec le crew de Picture sur le tournage de Shelter. Et j'ai shooté en argentique comme j'aime bien. Et en plus, comme ils avaient besoin de photos à utiliser rapidement, ils avaient besoin de plus de photos pour toute leur com et de leur machin. Ces photos, je les ai fait en numérique. Donc j'ai fait un peu un mélange cet hiver. Un petit mélange numérique argentique. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois un beau spot ou une belle lumière, un beau truc, j'ai envie de la faire en argentique. Je me dis, si je la fais en numérique et que la photo elle déchire, je vais presque être dégoûté. Je me dis, si je l'avais en argentique, j'aurais le négatif. Et avec ce négatif, je pourrais faire des tirages comme ça, des tirages comme ci, des machins comme ça. Voilà. Mais à part ça, j'ai absolument rien contre le numérique. Je trouve ça super beau. Mais c'est juste que c'est beaucoup moins mon kiff. Et à shooter, c'est pas du tout pareil, quoi. D'appuyer sur le bouton, de rester appuyé, ensuite tu regardes direct sur l'écran. Enfin, c'est clairement un autre kiff de shooter en argentique. Et tous les anciens photographes de snowboard à qui tu demandes, ils vont te dire. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui continuent. Matt George, Perly, ils font toujours de l'argentique. Parce que c'est un kiff de sortir ton blad et d'appuyer sur le bouton. Et ça, c'est un kiff irremplaçable. Ouais, je sais que Steph Candé aussi, qui est plus dans le ski, il fait ça aussi à fond. Ouais. Plein de photographes. En fait, on a une idée des photos. Enfin, je sais pas si on a une idée, mais il y a plein de photographes qui adorent faire l'argentique et qui sont passionnés. Il n'y a pas du tout que moi qui fais de l'argentique. Et t'en vis aujourd'hui de la photo? Enfin, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Bah ouais, mon métier c'est ça, j'en vis depuis 2009-2010 à peu près, j'envoie mes photos au magazine, j'envoie mes photos aux marques, je survis comme je peux, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé au départ, donc c'est pas que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais j'ai quand même eu un support familial qui m'a permis d'être indépendant, et donc de pas faire beaucoup de commercial quand j'aurais été obligé de le faire, donc c'est aussi pour ça que j'avais peut-être une attitude un peu de jeune con, c'est que désinvolte, c'est parce que j'ai eu une chance inouïe d'avoir mes parents qui m'ont payé mes études alors que j'allais pas étudier, j'allais faire des photos de snowboard, donc c'est comme si j'avais en fait un sponsor. Donc voilà, au départ ils m'ont aidé, après ils m'ont laissé me démerder tout seul bien sûr, mais donc aujourd'hui j'en vis comme je peux, je sais même pas comment j'arrive à faire mon truc, mais grâce à Rip Curl pendant plusieurs années, j'ai un peu shooté pour Salom et j'ai shooté donc ces 2 dernières années avec Picture qui m'ont beaucoup aidé. Ça me permet de finir mon année, on va dire. Quand je suis pas chez moi, je loue mon appart sur Airbnb. Comme je suis souvent pas chez moi, ben voilà. Et limite de louer mon appart sur Airbnb, c'est ça qui me permet de vivre. Et pas faire des photos de mariage ou... Ouais, c'est ça, pas faire des photos de mariage parce que c'est pas ma passion. Mais puis surtout en argentique, là t'aurais une bonne pression. Ouais, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que sur un photo de mariage, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il faut des tonnes de photos pour le mariage. Enfin bon, tout ça pour dire que je respecte grave ceux qui font la photo de mariage. Et la petite dédicace à Perly, qui en fait beaucoup et qui est super bon à ça. Et je suis impressionné parce que le mec qui arrive à faire un peu de tout, il est encore presque plus autodidacte que moi. Mais ça, c'est parce qu'il est roux et qu'il a une barbe. Hein, je veux dire. Ouais. C'est sûr, c'est certain. Mais donc voilà, tout ça veut dire que j'arrive en faisant à peu près que ce que j'arrive en faisant quasiment que ce que j'aime, et en faisant le moins de compromis possible, on va dire, parce que c'est sûr que si tu veux faire des compromis, tu peux. Mais j'en fais forcément parce qu'il faut quand même que je mange à la fin du mois, mais voilà, en essayant de faire un max que j'aime et d'arriver avec mes propres idées de projet, et de faire des projets artistiques dans le sens où Eternal Beauty c'est un projet artistique, il n'y avait pas d'argent impliqué. Là le projet que j'ai en ce moment, sur 2 ans je fais des photos de filles en snowboard et ça c'est encore dans les bacs, c'est tout jeune, mais voilà on en parlera l'année prochaine si tu veux, mais voilà ça c'est des projets artistiques que je kiffe faire et que j'ai envie de faire, et voilà je me dis pas ok, quelle marque aurait besoin de quel contenu, comment je pourrais attirer telle marque avec tel bordel, etc. J'ai l'approche inverse. Comment je peux faire mon truc que je kiffe, mais quand même avoir du support, parce que des fois tout seul tu peux pas, quoi. Et t'arrives à rider avec tout ça? Ouais. Quand je peux. Je me suis fait les croisés il y a 2 ans, et donc j'ai un peu galéré, mais un max, quand je peux poser le sac, c'est sûr. Si on peut, quand on va shooter en backcountry, typiquement, on essaie d'avoir un run le matin où on pose tous les sacs à dos et on fait un run tous ensemble. Mais souvent, c'est pas possible parce qu'il y a la lumière le matin sur le spot, le machin et tout. Mais quand je peux, je fais une session ou 2. Et là, la dernière fois que je me suis vraiment éclaté, c'était avec Perly, justement, à Absolute Park. Et pendant une semaine, on a fait que shredder le parc comme des gamins, sans faire la moindre photo, alors qu'on a eu des passes pour soi-disant faire des photos. Bien sûr, tu connais la technique. Et là, on s'est gavé. Ouais.
te garde pas très longtemps, hein. Je vois que tu regardes ta casserole qui ne cuit rien du tout et que tu as des invités qui arrivent dans 1 heure. T'as enchaîné Eternal Beauty avec Zabardast quasiment. Enfin, je sais pas si l'aura que t'as eu avec Eternal Beauty t'a aidé à faire ce deal derrière avec Almo et Picture, mais en tout cas t'as enchaîné avec Zabardast, qui est un vrai film pour le coup, qui est un vrai film écrit avec un storyboard, avec Almo qui est quand même très sérieux dans le business, et Morgan qui rigole pas avec ça, avec pas mal d'argent et tout ça. Comment ça s'est passé en gros, et c'est quoi la grosse différence? Alors, déjà pour revenir sur pas mal d'argent, oui ou non, parce qu'en fait, comme tu dis, pour faire un film de Snow, le budget qu'on avait qui était de plus de 100 000 euros, c'est énorme, mais pour faire un vrai film, avec, comme tu dis, une histoire et c'est un film qui sort d'une autre milieu à nous et qui puisse être regardé par tout le monde, c'est rien en fait. Mais donc on a fait avec ce qu'on avait et on a fait notre max, on s'est tous donné à fond pour l'expé et pour ramener les images, hein, les caméramans en premier lieu. Mais j'ai complètement oublié ta question. Ma question, c'est quand même très différent de Eternal Beauty, qui est un peu un film potache et d'étudiants, ouais. Même s'il est génial, mais c'est pas un... Bon, bref. Comment ça s'est passé la transition entre les deux, quoi? Comment t'es arrivé à faire finalement maintenant t'as fait un film aussi, quoi, derrière? Ben, je pense que ça m'a inspiré, c'est-à-dire que Thomas Delfino, quand il est venu me voir avec l'expé, c'était au Karakorum, c'était loin de chez nous, c'est un endroit mythique dont on entend parler que dans les bouquins d'alpinisme, etc. Donc moi ça me parlait énormément, j'étais super chaud d'y aller en tant que photographe au départ, et quand on a commencé à réfléchir au film, je me disais mais peut-être qu'ils n'avaient pas un autre réalisateur sous la main, et ça m'a aidé à être le réalisateur, mais en tout cas ils avaient confiance suite à Eternal Beauty, ils avaient confiance que je pourrais être capable de faire quelque chose de sympa, et moi j'avais confiance en moi. Je sais pas d'où j'ai eu cette confiance en moi, mais je me suis dit ok, je peux le faire, mais je vais dès le départ m'inspirer d'autres films, de vrais films, et avoir une ambition énorme de faire quelque chose vachement plus poussé que juste un film de ride. Et donc je sais pas d'où m'est venue cette confiance en moi, et donc j'ai réfléchi au film à l'avance, avant l'expé, les carnets de voyage, les journaux intimes, les voix off, comment j'allais organiser le truc, quel style narratif, je savais exactement ce que je voulais pas et ce que je voulais, et j'ai montré au caméraman un film référence. Qui était quoi? Qui était La Ligne Rouge de Terrence Malick, qui était vraiment mon film d'inspiration pour ce trip, et qui se ressent. Je pense que si tu as vu La Ligne Rouge, tu sens l'affiliation, même si bien sûr ça n'a rien à voir avec ce chef-d'œuvre. Mais donc voilà, j'avais vraiment un plan dès le départ, et il se trouve que j'avais aussi demandé à être le monteur, et donc ne pas avoir quelqu'un qui fait le montage et moi qui suis derrière lui à me dire non mais un peu plus à gauche, non mais là, mais comme ça c'était pas possible pour moi. Comme j'avais fait le montage d'Eternal Beauty, je me voyais pas faire autrement que faire le montage moi-même, et donc en étant derrière la machine, en construisant la narration, en enregistrant toutes les voix off, en machin, j'ai réussi à tenir un fil que j'avais même avant l'expé et que j'ai eu pendant l'expé, que j'ai développé. Ce fil, j'ai réussi à le tenir et à le restituer à peu près. Et du coup, tu courais pas partout, enfin, t'étais quand même sur place au Pakistan, à faire des photos, à réfléchir à ton film et tout. C'est pas épuisant, c'est faisable, hein, ou tu le referais? Ah carrément, non, c'est faisable. C'est juste qu'il faut avoir une idée claire et savoir où tu vas. Parce que quand tu commences le montage d'un film, il y a 1000 manières de raconter le film. Chaque scène, tu peux la raconter de telle manière. Tu prends telle image, non, tu la prends pas. Si t'as pas ton idée directrice artistique, on va dire, si tu vas pas vraiment d'un point A à un point B avec quelque chose à montrer, c'est interminable. Tu peux passer 3 ans sur le montage du machin. Moi, j'avais mon idée de A à Z, et c'est pour ça qu'en 3 mois et demi, j'ai réussi à faire le montage complet du film. Et si j'avais pas une idée dans ma tête, c'était pas possible. J'aurais fait 5000 essais, j'aurais montré à des gens, non mais ça, j'aurais tout refait. Alors oui, j'ai refait plusieurs trucs. Forcément, au fur et à mesure, j'ai affiné, j'ai eu des feedbacks et j'ai réussi à me remettre en question sur des trucs pour que ce soit le mieux possible. Mais si t'as pas cette idée-là, c'est pas possible. Tu t'éparpilles trop. Et après, t'as enchaîné avec Shelter. Là, c'était plus un boulot où t'étais le photographe et t'intervenais moins? C'est ça, ouais. Donc, moi, je me suis pas du tout impliqué sur la réalisation du film de Shelter. J'étais juste là en tant que photographe sur l'expé. Enfin, sur une partie, il y avait Vernon Deck qui allait sur l'autre partie. Et donc, moi, ça m'a permis, parce que je savais déjà que je voulais pas refaire le film, et puis je pense pas qu'ils voulaient que je refasse un film, dans le sens où c'était le projet de Mathieu Cher et de Roseran. Et donc, c'est ce projet-là qu'ils ont pris et qu'ils ont ensuite amené à un second niveau, on va dire. Mais donc voilà, là, j'étais vraiment seulement photographe.
Et toi, t'as envie de refaire un film ou t'en es où du coup? Parce que là, t'en as signé deux, un très personnel, un de commande entre guillemets. C'est quoi la suite pour toi sur le monde du cinéma? Ben, j'ai dû refuser 2-3 projets chambés parce que j'ai mon sujet de photo sur les filles qui me prend 2 ans et je sais que si je commence à dire oui à des projets à droite à gauche, alors que j'ai bien envie de dire oui, hein, mais je vais pas arriver à finir ce projet comme il faut, donc je veux vraiment me concentrer là-dessus sur la saison prochaine. Donc il y a aussi que je savais que je voulais prendre des vacances cet été, donc si tu fais un film, tu peux oublier les vacances. Et, euh, et c'est vrai que je pense que s'il y a un prochain film, il viendra peut-être plus de mon élan, dans le sens comme Eternal Beauty, dans le sens où là le Pakistan c'était l'idée de Delfino. Euh, voilà, si je dois refaire un film, mais c'est vrai que je me sens capable dans un certain sens de faire peut-être d'autres films, mais je m'en sens pas du tout obligé ni forcé. C'est-à-dire que je suis pas réalisateur de profession, dans un sens oui, mais non. Je me réveille pas le matin en me disant faut que je fasse un film. Je suis photographe, donc j'ai ma liberté, je suis freelance, je fais ce que je veux. Et si un jour j'ai vraiment envie de refaire un film, je sais que j'en serais probablement capable. C'est bon ça. Mon avant-dernière question, en fait, j'en ai une dernière et je voulais t'en poser une juste avant parce que tu me parlais de l'appareil photo. Il regarde sa montre, il est stressé à mort, mais il est content de parler quand même, donc ça va, je me le garde un petit peu sous la main. J'en ai pour 5 minutes. Mais tu peux commencer à couper des légumes aussi. Tu demandes à un artiste de parler de son truc, c'est le meilleur moyen de les piéger. On adore parler de nous-mêmes, on est tous tellement... Non mais c'est vrai, c'est qu'on est passionné par nos projets et en plus toi tu connais très bien le sujet et on vient de la même grande famille et donc ça fait... on pourrait en parler des heures, c'est pour ça quand tu m'as dit on va parler 1 heure, je me suis dit mais ouais mais en 1 heure on peut parler de tellement de trucs mais... Mais en fait non, parce que tu vois là je suis en train de voir qu'il faut qu'on finisse dans les 5 minutes et j'ai encore grave de trucs à discuter avec toi, mais bon voilà. Ouais, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais là, il y a la raclette à midi. Tu vois. Alors attends 2 secondes. Tu parlais de quand tu te passionnes pour un truc et que tu as eu des projets chelous sur lesquels tu t'es passionné à mort, comme la photographie analogique en appelant des mecs pour des trucs chimiques. Tu t'es passionné récemment, on l'a vu dans Triproulette, le premier épisode de Triproulette de Davier. Tu t'es passionné aussi pour le bateau. Je voulais que tu me parles un peu du bateau. Ouais, c'est vrai, j'ai eu des passions cheloues, mais le bateau c'est pas trop chelou. Ça m'a pris au volant de ma voiture. J'étais au volant de ma ZX et en fait, tous les étés, je louais mon appart sur Airbnb et je squattais un peu chez les potes. J'allais camper, j'allais sur les canapes de mes potes. Je me dis, putain, ce serait bien d'avoir mon truc à moi et un van. Tous mes potes ont déjà des vannes. Et je me suis dit, ouais, fait chier. Et je me suis dit, putain, un bateau à voile. J'en sais rien parce que je connais rien au bateau à voile, mais du coup je me suis dit putain, si t'as un petit bateau à voile, tu ouvres ton appart, tu vas sur ton bateau, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, machin, la mer. Ça m'a rappelé des récits de marins, de livres que j'ai vus depuis que c'est pas que je suis le Vendée Globe depuis que je suis gamin, mais à chaque quand il y a un Vendée Globe ces dernières fois, ça m'intéressait toujours. J'entendais ces histoires complètement folles du fin fond des océans, de ces mecs tout seuls sur des bateaux, ça m'a vachement donné envie et voilà, donc je me suis renseigné et effectivement, mais vraiment 1 mois plus tard, j'avais acheté le bateau quoi. Et c'était quand et c'est quoi ton bateau? C'était à l'automne 2015 et c'est un Jouet 24 que j'ai, c'est un tout petit bateau à voile de 7 mètres, c'est vraiment le plus petit bateau que tu puisses avoir, mais que tu puisses quand même naviguer loin des côtes avec. Et tu fais quoi avec? Enfin, du coup, t'as appris à t'en servir comme t'as appris le snowboard un peu, comme t'as appris la photo analogique et comme t'as appris le snowboard. Exactement, ouais, j'ai appris en faisant. Tu peux lire des bouquins. J'étais à la bibliothèque, il y avait un livre qui s'appelle Naviguer en pleine tempête. Donc c'est vraiment pas du tout le livre à lire si tu veux te mettre à la voile. C'est que des histoires de mecs qui crèvent dans des naufrages, c'est génial. Et non, mais il n'y a rien qui remplace l'expérience, surtout en matière de bateau, parce que chaque bateau est différent, et puis la mer, ça s'apprend en faisant. Hein. Donc j'ai appris en me débrouillant. La moitié des trucs dans le bateau, je savais pas à quoi ils servaient, et j'en ai jeté plein à la poubelle quand j'ai fait le ménage, et après j'étais là, ok, ce truc servait à ça. Donc voilà, c'est devenu une autre passion qui me prend mes étés quand je peux, et je travaille depuis mon bateau, j'ai mon ordi, je réponds aux emails, j'envoie les photos au magazine, je retravaille mes photos. J'ai vraiment mon panneau solaire, mon ordi, mon petit bateau, vraiment ma petite crevette que j'emmène dans un endroit tranquille, je jette l'ancre et puis je bosse de là et j'ai des potes qui viennent à bord et cet été j'ai navigué 4 mois sur le bateau. Génial. Et ça correspond, enfin t'arrives à conjuguer un peu avec le snow du coup? Ben, il y a cette idée de liberté qui est clairement commune et il y a un lien entre la mer et la montagne où tu es en pleine nature. Et c'est à peu près le seul lien. Après il y a la glisse sur l'eau, mais on peut pas dire que ce soit pareil. Il y a le surf qui est pas très loin, mais
Mais ouais, je saurais pas quoi te dire. Bah, je pensais à des trucs, tu vois, moi j'ai raidé en Norvège, je sais pas si t'as raidé un peu dans les fjords, même en Alaska, t'es au bord de l'eau, enfin il y a plein d'endroits où tu peux aller avec ton bateau pour faire du snow, quoi. C'est vrai, et c'est comme ça qu'on allait en Corse faire du snow l'hiver d'avant, et ça c'était de la balle, et que cette année on est allé en Grèce, moi à cheval, bon, rien à voir, mais on a fait du cheval en Grèce, et donc ouais, ça peut se rejoindre, c'est sûr. Bon, ma dernière question c'était pour qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce que tu prépares, mais tu nous as déjà un peu parlé de ton projet avec les filles. Je sais pour avoir parlé avec Catherine Destivelle que vous préparez un joli bouquin, tu étais en train de me dire que vous allez terminer bientôt. C'est quoi donc dans les bacs là? Donc c'est ça, justement elle était en train de m'appeler pendant ton interview, donc on envoie les fichiers à l'imprimeur là, c'est Matt George qui fait le graphisme du bouquin, donc c'est trop cool. C'est Catherine qui est l'éditrice, donc c'est un trio complètement improbable, mais génial. Et le livre sort dans le tout début du mois de novembre. On va bientôt faire les annonces, montrer la couverture et tout ça. Donc c'est le livre de Zabarda, c'est le livre de l'expo au Pakistan. C'est un livre photo qui fait genre 240 pages. C'est mon premier livre, donc voilà, un nouveau truc à essayer. On parlait de vanité tout à l'heure, le livre. On parlait de la vanité du photographe et de l'artiste. Le livre, c'est un peu l'accomplissement de ce genre de truc, non? Alors non, pas du tout. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Au contraire, c'est comme quand tu fais une expo photo. T'as quand même t'ouvres tes photos à la critique dans un sens où les gens vont venir et puis ils peuvent dire ouais, cette expo est pas top. Voilà, je vois pas l'intérêt, et ainsi de suite. Donc pour un livre photo, c'est un peu pareil. T'es quand même dans ce rôle où ok, tu vas montrer ton livre, tu vas dire aux gens achetez mon livre, mais est-ce que c'est vraiment bien ce qu'il y a dedans? Voilà, c'est les photos du Pakistan. Je me suis dit, s'il y a un moment où tu dois vraiment faire un livre, c'est ça. Je suis pas assez vieux pour faire un livre rétrospectif sur mes photos de snowboard. Et puis je sais pas si ce serait intéressant, mais l'expo au Pakistan, j'étais super inspiré. J'ai fait je pense des assez jolies photos là-bas. J'avais mon Pentax et le fait d'avoir fait des photos en argentique en moyen format au Pakistan sur cette expé, il y a un peu comme toutes les planètes qui étaient alignées. Je me suis dit il faut absolument que je fasse un livre et j'ai déjà tout préparé le livre l'année d'avant quand j'ai fait le montage du film, les textes et les photos etc. Mais j'avais aucunement le temps de m'en occuper, c'était trop tard, faut s'y prendre vachement à l'avance pour faire un bouquin. Et donc ça sort avec un an de retard, mais ça sort bien et dans toutes les librairies et avec Catherine Destivelle. Et donc je suis super fier que notre expé donne lieu à un bouquin, ça nous donne un super souvenir. Après la vanité du photographe, non je pense pas. Ouais. Non, tu seras pas content de l'avoir hein, comme ça chez toi sur une étagère? Ah si, clairement, je serais super content de l'avoir, ça c'est sûr, parce que moi j'ai adoré cet expé, j'adore revoir les photos, j'adore me replonger dans les textes, surtout les textes qu'ils ont écrits, ils sont géniaux. Là, Graziani, il a une plume tellement folle, Léo, il écrit ses trucs, Thomas, j'adore relire nos carnets de voyage parce qu'ils sont vraiment, vraiment marrants. Et donc oui, c'est clair, je suis super content. Et sinon? Et sinon, bah, comme tu l'as dit, le projet des filles, le bouquin, avoir aussi la tête ailleurs, c'est-à-dire que voilà, faire du bateau, ça me permet de lire des livres qui n'ont rien à voir. Cet été, je me suis dit que j'allais écrire un polar, tu vois. Par exemple, j'ai commencé à me passionner par les polars. Heureusement, je suis pas tombé au fond du trou, genre je suis resté que sur le bord. Et je me suis dit, ouais, t'es pas plus con qu'un autre, tu vas écrire un polar. Heureusement, j'ai vite déchanté quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que ça impliquait d'écrire un polar. Et voilà, ça fait partie des projets qui n'aboutiront sûrement jamais, mais voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête, c'est pas ça qui manque. Ouais. Merci beaucoup Jérôme Tanon, je vais te laisser faire cuire les patates. Là, la cuisine, il n'y a rien de fait. Hein. Les invités arrivent il est 11h35. D'ailleurs, tu vas rester pour éplucher les patates et les légumes, parce que là, tu me le dois, là, je crois. Avec plaisir. Ok. Merci Jérôme. Merci à toi, Matt. Pas trop bégayer, ça va.